Et bonjour petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une nouvelle VOD, une nouvelle séance de lecture, toujours sur Hilaria, récit intime pour un féminisme révolutionnaire écrit par Irénée. On est sur la même session de stream que les précédentes VOD, juste j'ai fait une petite pause, le temps d'aller récupérer un café, un petit cappuccino, qui est fort bon, c'est fort agréable, j'aime le café. On est reparti, hein? On est chaud patate. Allez, on est sur une toute nouvelle section anarchie non féminin. Comme nous l'avons vu dans mon pays, la revendication de l'émancipation féminine n'a pas vraiment été l'apanage du libéralisme. Assez vite, les femmes anarchistes ont commencé à s'approprier cette question, posant les bases de ce qui est aujourd'hui défini comme anarcho-féminisme ou féminisme libertaire. Il est néanmoins important de préciser que ces qualifications résultent de nos perceptions et définitions contemporaines. À l'époque, beaucoup des femmes anarchistes refusaient l'étiquette de féministe, alors attribuée au féminisme bourgeois, libéral, généralement concentré sur le suffrage féminin. Les revendications, spécifiquement féminines, au sein du mouvement anarchiste espagnol apparaissent très tôt. Elles étaient nombreuses. Ah, j'ai mal à la nuque, par contre. Elles étaient nombreuses à se battre sans repos pour cet idéal anarchiste, contre l'oppression que l'État et le capital exerçaient sur elles et leurs proches. Pourtant, comme à l'accoutumée, leurs noms, leur histoire et leurs combats ont été oubliés au profit de leurs camarades masculins. Comme Hélène Fell le dit si bien dans la préface de Libertarias. L'histoire se conjugue bien souvent au masculin, et cette constatation ne fait pas exception chez les anarchistes où les figures charismatiques de Durruti, Garcia Oliver éclipsent bien souvent le rôle bien réel des militantes. Sans être des icônes légendaires, celles qui sont souvent restées des femmes de l'ombre ont pourtant une compréhension intime de l'idéal anarchiste. Surprise, mais en fait non, pas surprise. Ces femmes à qui nous devons tant sont aussi ignorées par les hommes anarchistes incapables de percevoir la lutte sans leur prisme viriliste que par bon nombre de féministes pour qui les femmes du peuple ne représentent pas de réel intérêt. Des femmes comme Francisca Saperas, Teresa Claramunt, Soledad Gustavo, Lola Iturbe, Casilda Hernáez Vargas, Lucia Sánchez Saornil ou encore Mercedes Cama Posada, pour n'en citer que quelques-unes, et uniquement dans le cadre de Mitiera. Des femmes brillantes, déterminées, courageuses, révolutionnaires. Elles étaient issues des couches les plus basses de la société, confrontées à la misère, à la faim, à la répression étatique, et puis pour certaines à la guerre et au franquisme. Victimes, comme toutes, du patriarcat. Elles n'avaient rien, mais elles ont quand même tout donné pour construire un monde plus beau, un monde plus juste. Que l'on soit anarchiste ou non, leurs luttes ont constitué des bases théoriques et sociales pour nos combattants contemporains, ainsi que pour les droits que nous avons acquis. Je crois en l'existence d'un héritage collectif et implicite. Je suis persuadé que même si nos parents ou grands-parents n'ont jamais entendu parler de ces femmes, ils ont grandi dans un pays dans lequel elles avaient laissé des traces qui ont résisté au passage du temps et aux nombreuses tentatives d'anéantir leur mémoire. Par conséquent, les Espagnols portent tous en eux leur empreinte. Je ne pense pas que ce soit un hasard si j'ai trouvé dans l'anarchisme autant de réponses. Et cela s'est avéré d'autant plus évident lorsque je me suis par exemple aperçu de l'éducation et le modèle de pédagogie de mes parents qui nous ont inculqués correspondait totalement aux bases de la pédagogie libertaire, théorisée et diffusée par des figures comme Francisco Ferrer, Soledad Gustavo. Je crois que je désespère souvent mes parents avec mes idées farfelues. Ils savaient qu'ils en sont en grande partie responsables. C'est rigolo. Là-dessus, d'ailleurs, j'ai un peu cet écho-là, c'est-à-dire que par rapport à mes parents, je suis très clairement beaucoup plus radical à gauche, de manière assez évidente. Nous avons des discussions politiques qui peuvent être compliquées, dirons-nous, plusieurs fois. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, qui je suis, ça vient aussi, en grande majeure partie, de Helleux. Parce que, en fait, Helleux m'ont poussé sur un aspect, sur une direction, qui aujourd'hui a fait de moi qui je suis. C'est parce que Helleux m'ont justement poussé dans cette direction-là que je suis devenu ce que je suis. Et c'est ça qui me fume un petit peu, c'est de voir que vraiment à des moments, même régulièrement, ça se voit à leurs propos, ça se voit à leur comportement, ça se voit à plein de choses. Tu sens que vraiment il y a le côté, mais attends, t'es absolument trop radical, tu vas trop dans cette direction,
pas réaliste, t'es trop idéaliste, etc., etc. Sauf que littéralement, qui je suis vient de là. Donc ça me tue, c'est vraiment un peu rigolo. Et je retrouve un peu cet écho avec ce que dit Irénée ici. Je trouve ça un peu comique. Je reprends. En Espagne, une organisation anarchiste féminine, que l'on pourrait aujourd'hui dire féministe, a bénéficié d'une grande popularité et a réussi à marquer les esprits. Il s'agit bien évidemment de Mujeres Libres, femmes libres, fondée en 1936 par Lucia Chancel Saronil, Mercedes Coma Posada, Amparo Poch y Gascon. Mujeres Libres était en premier lieu une revue, dont 13 numéros ont vu le jour en 2 ans d'existence, avant de devenir une organisation avec plus de 20 000 adhérentes sur l'ensemble du territoire. L'existence d'organisations anarchistes féminines de masse en Espagne ne doit pas laisser penser que les hommes anarchistes étaient plus ouverts vis-à-vis des conditions des femmes, en comparaison des partisans d'autres courants socialistes. Au contraire, si ces groupes ont existé, parce qu'ils répondaient à un besoin. D'ailleurs, malgré leur travail acharné et leur existence révolutionnaire, le collectif Mujeres Libres n'a jamais été considéré par les autres organisations comme un organe central du mouvement anarchiste espagnol, au même titre que la FAI ou la CNT, par exemple. Ah tiens, surprise, mais en fait non, pas surprise. Rappelons que l'anarchisme n'efface pas la misogynie, ni le racisme, ni l'homophobie, ni la transphobie, ni aucune autre discrimination. Et que les hommes de gauche qui tiennent des discours révolutionnaires restent réticents à l'idée de renoncer à leur statut dominant à l'intérieur du foyer ou vis-à-vis des femmes en général. C'est pour ça que j'ai autant de critiques envers tant de structures. Encore une fois, parce que ce qui compte, c'est la structure. Encore une fois, ce qui compte, c'est que nous évoluerons dans des contextes qui sont structurants. Ah, je bois un coup mon café, ne m'en voulez point. Je reprends. Dans un témoignage oral, Antonio Garcia, communiste et militante antifasciste, racontait que, dans la retaguardia, le harcèlement sexuel était fréquent et affirmait que l'expression disant que les hommes sont communistes, socialistes ou anarchistes de la ceinture vers le haut était très populaire entre les femmes. Et très adéquat, je pense, explique Marie Nash. Les hommes anarchistes faisaient subir des violences sexuelles à leurs camarades et ils étaient aussi nombreux à refuser qu'elles participent à l'organisation révolutionnaire sous prétexte que la place des femmes serait au foyer, sans parler de la manière dont la révolution a continué à imposer une division sexuelle du travail, répartissant les tâches selon le genre. Malgré l'usage abusif de l'image romantique de la milicienne, en réalité, les femmes ayant pris les armes pendant la guerre civile étaient proportionnellement très peu nombreuses. Celles qui le faisaient étaient victimes de propos sexistes et plutôt phobes. Et au bout de quelques mois, leur présence au front a carrément été interdite. Marie Nash explique que la rhétorique et l'imaginaire collectif de la guerre, la propagande et les affiches de guerre appelaient la figure nouvelle de la milicienne vêtue de bleu, du travail révolutionnaire et armée d'un fusil. Cependant, même si elle était une femme armée, elle n'était pas encouragée à prendre les armes en tant que soldat. En réalité, la milicienne n'était pas représentative de la résistance féminine pendant la guerre civile. Ainsi, des images pourtant iconiques, comme celle de Marina Ginesta, vêtue en milicienne, image que vous connaissez très certainement, promeuvent une vision irréaliste, idéalisée du rôle que les femmes jouèrent dans la guerre civile. Celles-ci ont en effet joué un rôle, loin du front, dans les villes, dans les usines, afin de continuer à faire tourner le pays. Marie Nash explique la pensée des Mujeres Libres ainsi. Mujeres Libres signala que l'un des principaux facteurs de la subordination féminine était la situation néfaste des femmes travailleuses. L'organisation pensait que l'indépendance économique était à la base de l'émancipation féminine, et elle associait la situation de travailleuse à la lutte des classes, ainsi qu'à l'oppression de la classe ouvrière sur le système capitaliste en place. De cette manière, cet objectif était étroitement lié à un projet social basé sur le modèle anarchiste de transformation révolutionnaire. Elle affirmait que si l'émancipation féminine ne pouvait pas s'isoler d'une lutte sociale et de classe plus ample, le modèle anarchiste de l'émancipation ne serait pas non plus complet sans intégrer une lutte pour la libération des femmes. Oui. Mujeres Libres, comme d'autres avant, avaient compris que les femmes ouvrières subissaient une oppression spécifique, liée à leur genre, et à laquelle leurs propres camarades contribuaient également. Ses membres étaient conscientes que la lutte des classes et le mouvement anarchiste ne pourraient jamais répondre à leurs problèmes sans s'intéresser à la situation spécifique des femmes. Construisant et en conceptualisant un mouvement d'émancipation féminine pour et par les femmes du prolétariat,
Les membres de Mujeres Libres ne sont pas limités à demander de nouvelles lois et d'autres mesures réformistes qui n'auraient nul impact sur les conditions matérielles d'existence des femmes pauvres. Elle voulait l'abolition du capitalisme et une nouvelle organisation sociale, sur un modèle révolutionnaire. Depuis la fin du XIXe siècle, les femmes anarchistes, entre autres, dénoncent le fait que la situation de subordination réservée aux femmes les maintient dans un état d'ignorance profonde, dont de simples réformes ne sauraient les sortir. Mujeres Libres a ainsi cherché à lutter pour une émancipation totale des femmes qui commencerait... J'espère que ça va depuis tout à l'heure. Camarade Serong, te voilà de retour. Nous en sommes au point où, en fait, vous avez vu, c'est pas parce que ça se dit anarchiste que ça évite toutes les esquives des oppressions. Oh là là. Et en fait, les anarchistes espagnols, c'était des gros cons sexistes. Et du coup, les femmes anarchistes espagnoles ont dû se démerder toutes seules. Encore. Surprise, mais en fait, non. Mujeres Libres a ainsi cherché à lutter pour une émancipation totale des femmes, qui commencerait par leur éducation, afin que celles-ci sortent de l'endoctrinement, qui est imposé par l'Église et par l'État. Elles ont voulu éveiller la conscience des femmes, ainsi que les capacités, expression souvent employée par Mujeres Libres, et désignant cette volonté de former les femmes dans différents domaines pour les rendre aptes à lutter pour leur libération. Martha Hackelsberg résume les objectifs de l'organisation. Créer une force féminine, consciente et responsable qui agisse comme avant-garde du progrès. À cet effet, son objectif est d'établir des écoles, des lycées, des cycles de conférences, des formations spéciales, etc., tendant à capaciter la femme et à l'émanciper du triple esclavage auquel elle a été et continue d'être soumise. Esclavage de l'ignorance, esclavage de la femme, esclavage de la productrice. Avec mon regard contemporain, je ne ferai pas usage du terme esclavage pour désigner la réalité de femmes blanches occidentales qui, bien que vivant une oppression de classe et de genre brutale, ne peut pas être comparé avec le vécu de femmes et d'hommes noirs ayant subi l'esclavage, sur le continent américain notamment. Il est important de savoir émettre des critiques quand cela est nécessaire, et même lorsque cela concerne des personnes ou des mouvements que l'on peut trouver intéressants par ailleurs. L'expression esclavage est omniprésente dans les textes de l'époque pour désigner la situation de la classe ouvrière, alors même que la question du racisme, elle, n'est jamais présente. Et ça, oh là là, ça, oui, à 200%, oui. C'est ce que je vous dis encore et toujours systématiquement sur ma chaîne. C'est pas parce que vous vous croyez progressiste, que vous pensez progressiste, que vous essayez d'être progressiste, que vous réussissez. Malheureusement, non. À plein de niveaux, on reproduit des violences systémiques, puisque justement, c'est le principe. Nous sommes dans des systèmes, nous sommes dans des structurations de pouvoir, dans des structurations oppressives. Donc, de fait, on en reproduit. On ne peut pas esquiver ça. Et c'est justement en ayant conscience, et du coup, en ayant conscience, le travailler, prendre du recul, le réétudier, etc., qu'à ce moment-là, enfin, on peut éventuellement essayer de construire quelque chose de mieux, en fait. Et là, du coup, je suis clairement d'accord avec. On ne peut pas utiliser esclavage comme terme pour désigner des personnes qui sont des personnes blanches, en fait. Littéralement, je suis désolé, mais dans une situation comme la nôtre, où en fait l'Europe est depuis des siècles en train d'exploiter le reste du monde et de mettre en esclavage des populations, dire qu'il y a de l'exploitation des personnes, notamment qui sont en situation de précarité, des femmes, des handis, des pauvres en général, oui, ok, il y a de l'exploitation, clairement, je suis d'accord. Par contre, de l'esclavage, ça relève pas la même chose, et c'est pas possible de venir utiliser ce genre de terme, ça va pas passer. Et à mon sens, ça ne doit pas passer. Et je suis assez clairement d'accord avec Irénée quand justement elle pointe le fait que à cette époque-là, peut-être que les anarchistes espagnols ont utilisé ces termes-là, mais en fait, c'est pas adéquat. Ce n'est pas adéquat. Et clairement, on voit un angle mort. Autant vous avez peut-être les mecs... Et dès que tu parles d'esclavagisme et colonialisme, oui, mais à Athènes, il y avait des esclaves. Ah non, flemme. Vraiment flemme. Typiquement, là, vous voyez que le discours qui est en train d'être tenu par du coup ces anarchistes, ces femmes anarchistes, c'est de dire oui, regardez, en fait, le mouvement anarchiste, il répondait pas aux thématiques du féminisme. Ça répondait pas aux besoins des femmes, ça ne répondait pas aux problématiques que vivaient, à l'exploitation que vivaient les femmes. Ok, très bien. Ça vient dire, ouais, vous voyez, en fait, l'anarchie ne permet pas de, en tant que telle, par essence, de passer au-dessus des problèmes de discrimination, en l'occurrence patriarcale. Et c'est vrai, sauf que dans le même temps, on voit bien que c'est pas non plus quelque chose qui permet d'esquiver des questions de racisme, en fait, puisque les femmes
en l'occurrence anarchistes espagnols, ont du coup, de toute évidence, mis complètement de côté les problématiques de racisme, de colonialisme, mais vraiment à 200%, sont passés mais alors tellement loin au-dessus que bah, c'est tout aussi indécent et problématique, quoi. JPP des gens de gauche blanche, bah bien sûr, mais tout le temps, c'est systématique, hein. C'est systématique ça. On peut pas passer à côté, hein. C'est flemme, hein. Flemme, hein, très franchement, flemme. Hein. Et pourtant, encore une fois, moi je vous dis ça en étant une personne blanche, hein, donc moi je suis très très loin de subir beaucoup de ça, hein, clairement. Hein. Moi je subis des violences par rapport au fait d'être une personne handi, moi je subis des violences par rapport au fait d'être une personne autiste, moi je subis des violences par rapport au fait d'être une personne qui est non-binaire, etc. Ça oui, hein, mais c'est tout. Dans quand même un constat assez effarant hein, et assez simple à avoir, la majorité de ma vie je l'ai passé dans des cadres extrêmement confortables au détriment de tout un tas de personnes racisées. En fait, clairement, je viens d'une famille bourgeoise, pétée de thunes. J'ai eu un cadre de vie vraiment exceptionnel pendant des années, avec mes parents qui m'ont fait balader à travers le monde, etc. Enfin, rien que ça, pouvoir voyager à travers le monde sans se poser de questions, genre, c'est tellement une question de privilège indécent. Ben, vous voyez, à un moment donné, pourtant, avec ce bagage-là, je vois à quel point un truc est éclaté au sol au niveau de la gauche blanche. Et ça me tue de voir vraiment des réactions qui sont mais nulles. Mais nul! Oh mon dieu! Mon dieu. Pardon, je suis heureux, j'ai pas entendu si tu me parlais. Oui, on disait que franchement on t'aimait trop. T'étais incroyable, t'es la plus belle, t'es magnifique, t'es une personne trop bien. Et qu'il faudrait que plus de gens le sachent. À peu près, grosso merdo. Et sinon j'expliquais que là on est en train de lire la partie où en fait Irénée pointe du doigt un truc qui me semble très important. Irénée en fait est en train d'expliquer que le mouvement anarchiste fait par les femmes se mettait de côté et créait quelque chose parce que justement elles constataient, en Espagne, hein, 100 ans dans ces années-là, elles constataient que le mouvement anarchiste de manière générale ne s'intéressait pas aux problématiques justement féministes. Donc du coup elles ont répondu à ce besoin en créant leur propre truc. Parce que justement, les mecs anarchistes étaient juste des grosses tanches, quoi, concrètement. À côté de ça, en fait, par le discours des femmes justement anarchistes de cette époque, Irénée vient pointer que par contre, ces femmes étaient des femmes blanches, en fait. Des femmes anarchistes blanches qui passent complètement à côté des problématiques de racisme à 200%, et que, en fait, on voit bien que c'est pas le mouvement qui, par essence, te permet d'un coup de passer au-dessus des discriminations à tous les niveaux. Et je trouve que justement c'est pertinent, c'est important. Parce que là notamment la parole rapportée par ces féministes anarchistes de l'époque, c'est notamment de dire que les femmes blanches sont en esclavage. Et en fait Irénée elle dit non c'est pas ok, on peut pas utiliser ce terme là en fait. En fait l'esclavage ça rapporte à une histoire vécue par les personnes racisées qui ont été mis en esclavage, qui ont été déportées par les populations blanches en fait, par les populations notamment espagnoles en fait. Donc tu ne peux pas venir arriver avec tes gros sabots et dire ah là là, je vis de l'esclavage. C'est faux. C'est complètement faux. C'est vraiment indécent et c'est pas ok. Et elle a raison. En ça, je pense qu'Irénée a totalement raison. Parce que ce terme recoupe autre chose, pour le coup. Qu'on vienne dire que les femmes blanches dans nos sociétés patriarcales subissent de l'exploitation, subissent du patriarcat, c'est une chose, et bien sûr, là-dessus je suis d'accord, c'est une évidence. Venir dire qu'elles subissent de l'esclavage, non. Ça ne peut pas passer. Et là-dessus, vraiment, je suis à 200% d'accord avec Irénée, quoi. À un moment donné, et c'est ce qu'elle dit, il faut pouvoir critiquer, justement, quand c'est nécessaire, ces mouvements, ces groupes, ces paroles, ces personnes dont on apprécie, justement, la direction, le travail, la parole, etc. C'est justement nécessaire de le critiquer. En fait, c'est ce que moi je dis depuis des plombes sur ma chaîne, hein. Vous devez pouvoir critiquer tout, surtout vos mouvements, surtout les structures auxquelles vous appartenez, surtout vos contextes, etc. C'est la base en fait, parce que sinon comment est-ce qu'on peut se rendre compte de ce qu'on fait de mal? Comment est-ce qu'on peut voir ce qu'on est en train de merder si on ne se permet pas ça en fait? Il faut justement regarder et critiquer soi-même avant de venir critiquer quoi que ce soit d'autre. Je reprends. La revue Mujeres Libres a abordé des sujets très divers durant sa courte et chaotique existence. De la politique à la maternité consciente, les différents numéros sont riches et divers. Notre chère Emma Goldman y a même participé avec une lettre inaugurant le premier numéro. Les clichés de l'époque la montrent avec Lucia Sanchez Saronil lorsque Goldman était venue voir la révolution de ses propres yeux. La revue adopte parfois les codes des magazines féminins, en les détournant toujours.
Dans le premier numéro, on retrouve ainsi un article de mode, esthétique du vêtement. En quelques lignes, l'autrice dénonce la soumission des femmes aux tendances que la mode impose et explique que dans les prochains numéros, cette colonne sera dédiée à des conseils de couture, aux manières de réaliser des vêtements jolis, mais surtout confortables, adaptés au quotidien des ouvrières, le tout en répondant à une contrainte essentielle, un coût peu élevé. Dans un article signé par Mercedes Coma Posada, pour le deuxième numéro et dont le titre est « La quatrième révolution », l'autrice passe en revue différentes révolutions ayant eu lieu au cours de l'histoire, allant du protestantisme à la révolution russe en passant par la révolution française. Un texte politique, explicitement revendicatif, qui s'accorde parfaitement avec ceux parlant de mode, de sport, de littérature. Les textes qui suivent, Problèmes sanitaires et maternité consciente de Luisa Pérez Berganzo et À propos de la coéducation de Julia M. Carillo, illustrent les sujets qui seront centraux dans l'organisation. La protection de l'enfance, l'éducation, la santé publique, le choix éclairé de la maternité, la protection des mères. Des sujets que l'on trouve rarement dans les écrits contemporains des hommes, car aussi prolétaires et anarchistes que puissent être ces derniers, ce sont systématiquement des femmes qui s'occupent en priorité de tout ce qui relève du soin et de la santé. La personne que j'ai rencontrée à l'instant tenait exactement ce type de message pour une asso locale. Quel type de message ? Celui que moi et Irénée on tient, ou le discours du coup des anarchistes de l'époque ? J'en profite pour boire un coup. Oui. Oui quoi ? Ah, être systématiquement critique. Ah, très bien. Oui, je suis d'accord. Oui. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je suis d'accord sur ce point de vue. Clairement. Clairement. Je reprends. La publication parle également de l'actualité et des articles sont consacrés à l'évolution de la guerre. Une des pages du 9e volume représente 2 personnes portant les vêtements basques traditionnels. Le texte accompagnant l'image appelle au soutien du peuple basque en train de succomber à l'armée franquiste. Angoisse héroïque de l'Euskadi. L'importance de ce qui se joue là-bas réclame tous les sacrifices d'une arrière-garde capable de ressentir sa responsabilité dans la guerre. Les frères basques attendent votre aide. Ils l'attendent en luttant, en mourant sous l'avalanche barbare des hordes fascistes. De plus, leur sujet ne se cantonne pas au contexte espagnol. Troisième numéro, Fanny publie La femme dans le mouvement de grève français. Un texte qui témoigne des prouesses des femmes prolétaires françaises et encourage les lectrices espagnoles à s'engager. L'amour libre, le mariage, la guerre, la révolution, la psychologie, la maternité, sujets entremêlés avec des articles sur le cinéma et la littérature. Cette diversité thématique fait la richesse de cette publication. Mujeres Libres, c'est une revue par les femmes ouvrières pour les femmes ouvrières. Les objectifs principaux de l'organisation, la capacitation, la captation, le fait de capter des femmes pour le mouvement se font sentir dans chacun des articles. Et la spécificité de la revue réside dans le fait qu'elle s'adresse à un public féminin. La presse anarchiste était très développée entre la fin du 19e et la période révolutionnaire, même si son histoire ne fut jamais linéaire. Des publications comme Tierra y Libertad, la Revista Blanca ou encore Acracia, dans lesquelles sont passés certains des anarchistes les plus connus de mon pays, ont connu un certain succès et joué un rôle primordial dans la diffusion de ces idées. À défaut de ne pas avoir publié une infinité de livres comme leurs camarades d'autres pays, c'est dans ces revues collectives que nous retrouvons désormais la plupart de leurs traces écrites. Et malgré les antécédents dont Mujeres Libres a pu s'inspirer, le projet était en lui-même pionnier et disons-le révolutionnaire. Au moment de la victoire franquiste, la plupart des femmes ayant participé à Mujeres Libres ont dû partir en exil. Nombreuses se retrouvèrent en France où elles durent ensuite faire face à la Seconde Guerre mondiale. Certaines, comme Lucia Sanchez Saornil, finirent par rentrer dans la péninsule. Mais la plupart s'installèrent définitivement dans leur nouveau pays d'accueil. Pour celles qui fuirent l'Espagne à la toute fin de la guerre, elles se retrouvèrent dans des camps de concentration que l'État français réservait aux réfugiés espagnols. 3 années de lutte acharnée à vivre dans la misère pour finir enfermées dans le camp d'une soi-disant démocratie. N'est-ce pas, hein ? La France, pays de la liberté, tout ça. Ah bah en fait non, lol. Ça dépend pour qui. Toujours critiquer la France, systématiquement. Je reprends. Federica Montseny, célèbre oratrice et militante anarchiste, fille des anarchistes Soledad de Gustavo et Federico Urales, raconta quelques décennies plus tard son expérience dans le camp d'Argelès-sur-Mer. Ouais, la liberté de penser nos plaies, hein. Ah ouais, hein. Ouais. Les militants et militantes exilés ont souvent tenté de recréer leur réseau militant avec d'autres camarades exilés. Dans le cas des femmes, elles sont plusieurs à avoir passé le reste de leur vie à mener un travail colossal de documentation et d'archivage des luttes de leurs camarades.
C'est le cas d'Antonia Fontanillas, petite fille de la légendaire Francisca Separas. Ces archives constituent encore aujourd'hui une source primordiale sur laquelle les historiens peuvent travailler. Elle, qui participa aux événements de la guerre civile, passa ensuite des années à recueillir des documents pour empêcher le monde d'oublier leur histoire. Notamment grâce à elle que fut publiée une biographie suivie d'un recueil de textes de Lucia Sanchez Saornil. Femmes exilées ont parfois passé plus de temps en France qu'en Espagne. Une grande partie du lectorat français, lisant les lignes de ce livre, a du sang espagnol. Qu'il soit hérité des réfugiés espagnols qui ont fui la guerre ou des milliers de travailleuses espagnoles parties en France à partir des années 50 pour fuir la misère. En choisissant mon pays comme principal cadre géographique pour mon livre, je ne suis pas en train de narrer une histoire qui vous est étrangère. L'histoire de l'Espagne, c'est l'histoire de la France, c'est l'histoire de l'Europe. Mon histoire, c'est votre histoire. Et vous êtes nombreux et nombreuses à ignorer ça de manière terrifiante. Dans les années 90, afin d'écrire son livre, Martha Ackelsberg a été à la rencontre de plusieurs de ces femmes exilées depuis des années. Elle leur a donné la parole et l'opportunité de partager leurs souvenirs. Ces femmes ayant fait partie de votre pays, de vos quartiers, de vos vies, sans que jamais leur existence ne soit remarquée. Mais elles ont existé. Et plusieurs ont continué de parler pour transmettre, de transmettre pour ne pas oublier. C'est curieux que ce soit les hommes qui écrivent l'histoire, alors que ce sont les femmes qui sont plus nombreuses à transmettre ces histoires. Celles qui importent vraiment, celles qu'on raconte avec les tripes. Les gens sont souvent surpris lorsque j'affirme être anarchiste. On me demande d'expliquer, de justifier. Peut-être devrais-je commencer à retourner la question. Pourquoi vous n'êtes pas anarchiste ? Alors que vous avez conscience du rôle joué par l'État et le capital dans la domination patriarcale, comment est-ce que vous justifiez de ne pas être anarchiste ? Ne trouvez-vous pas qu'il soit utopique d'espérer renverser le patriarcat en collaborant avec les institutions qui le soutiennent ? Comment prétendez-vous assurer l'organisation sociale, l'égalité, dans une société qui est régie par la loi du plus fort ? Une société qui est contrôlée par le pouvoir politique, financier, soutenue par la machine médiatique. Une société qui est chaotique, qui est tiraillée entre les guerres impérialistes et le capitaliste. Et la destruction massive de l'environnement, pendant que les plus riches font du tourisme spatial et démontent des ponts historiques pour pouvoir traverser des fleuves avec leurs yachts. Où se situe en fait l'utopie et le chaos ? Je suis anarchiste, acrata, libertaire, car l'anarchisme m'est apparu comme une évidence. C'est une pure et simple évidence. Et peut-être que je suis, comme tant d'autres avec moi, anarchiste par sentiment. Al final, va a ser verdad que el anarquismo no es más que la historia de un sentimiento. Finalement, il s'avéra que l'anarchisme n'est rien d'autre que l'histoire d'un sentiment. Et j'ai le regret de vous dire que nous arrivons à la conclusion. Par contre, je suis vraiment très 200% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Voilà, je me permets de passer quand même là-dessus. Je reviens sur ça avant d'entamer la conclusion. Oui, hein. Genre vraiment, hein. Quand t'as des gens qui sont encore là en train de me dire « Oui, mais comment tu peux être anarchiste ? Tu veux le sbeul et tout ?» Déjà, mais vraiment, la première réponse que j'ai à vous dire, c'est « Et toi, comment tu peux ne pas l'être ? Comment tu peux te contenter d'être une grosse merde qui valide le système, en fait ? Comment tu peux te contenter de ça ? Comment tu peux ne pas vouloir te révolter, vouloir changer tout ce qu'il y a et essayer, en fait, autant que tu peux, aussi peu que tu peux, hein, parce qu'encore une fois, je m'attends pas à ce que tout le monde ait les mêmes moyens, etc. Hein. Comment tu ne peux pas essayer d'aller contre ce qui est ? Comment c'est possible ? Enfin, genre, c'est évident pour tellement de gens, hein, et la plupart des gens avec qui, notamment, j'ai ces discussions-là, quand elles arrivent, ce sont des gens qui ont conscience que le capitalisme, c'est de la merde, qui ont conscience que l'État n'est pas OK à plein de niveaux. Et systématiquement, c'est... bah ouais, mais c'est le moins pire. Mais c'est le moins pire de quoi ? C'est le moins pire de quoi ? On a tout testé, ça y est, on a tout fait, on ne peut rien faire de moins pire que ça ? Ah bon ? Quel gros cerveau si vous en êtes capable, hein. Moi j'avoue que je continuerai à me battre jusqu'au bout, hein. C'est peut-être ridicule, c'est peut-être avec pas grand chose, je vais peut-être rien changer, et je pense que je ne change pas grand chose et voire rien. Mais je peux pas m'empêcher, en fait, à un moment donné, je vais pas valider ce qui est, en fait. Parce que ce qui est pas OK, ça ne peut pas être OK. Jamais. Ouais, moins pire pour qui ? C'est ça la question, hein. Clairement. Hein. Clairement. Clairement. Bref, 200% d'accord avec ce qui vient d'être dit par Irénée. Bon, après, en même temps, c'est un bouquin anarchiste, fait par une anarchiste, et lu par une anarchiste. Donc forcément, disons qu'il y a une certaine cohérence quand même. Hein.
Et globalement, le chat est aussi anarchiste. Donc, en vrai, il y a une certaine cohérence, hein, on va pas se mentir. Oui. Voilà. Politique identitaire étant mal vue, bah nul, hein. Ouais. Je reprends. Allez. Je reprends. Conclusion. J'ai nommé ce livre Hilaria, comme mon arrière-arrière-grand-mère. Mi tatarabuela Hilaria. Hilaria, c'est le nom d'une femme ordinaire, ayant vécu une existence ordinaire, de celle qui laisse à peine des traces, ni grande théoricienne, ni meneuse de foule. Hilaria, une femme des masses, invisible, oubliable, oubliée. Je connais pas grand-chose de sa vie, ni de sa pensée. Et pourtant, très vite, je me suis rendu à l'évidence. Ce livre devait porter son nom. Hilaria. Hilaria, c'était pas une militante acharnée. Elle n'a pas écrit de grands textes revendicatifs, ni n'a été à la tête de grandes mobilisations. Hilaria, c'est une femme parmi tant d'autres. Et c'est ce qui rend, à mes yeux, la transmission de son histoire d'autant plus importante. Car nous avons trop tendance à nous focaliser sur les personnes mises en lumière par l'histoire, sur celles dont la vie relève de l'extraordinaire, en oubliant très souvent, trop souvent, que les mouvements sociaux, les épisodes révolutionnaires sont aussi et surtout le fait des anonymes, ceux qui se fondent dans la masse. Et elles ne portent pas le mouvement, et elles sont le mouvement. Le livre porte le nom d'Hilaria, bien qu'il soit au bout du compte peu question d'elle, car son existence a laissé peu de traces. Mais elle est le fil rouge du récit. Elle est l'incarnation de ce pourquoi je me bats, de celles pour qui je me bats, des femmes comme il y en a tant dans ma famille, dans celles de tant d'autres. Celles qui se sont battues tout au long de leur vie, avec le peu de moyens qu'elles avaient à disposition, tout en nourrissant leur famille. Celles qui se sont battues, non pas pour être mises en lumière, mais tout simplement pour vivre une vie digne et paisible. Alias y los suyos. Elles et les leurs. Tous les jours, des initiatives pour faire ressurgir des femmes soi-disant oubliées voient le jour pendant que l'on continue de condamner les vrais oubliés au silence. Les femmes du peuple, les femmes de nos familles, les femmes dont on est directement héritière, les vraies héroïnes que nous ne considérons pas. Ne pas avoir écrit de livres les rendrait indignes de notre intérêt. Mais ces femmes ont survécu à leur époque, participé à l'évolution sociale dans l'ombre. Ils méritent que leur nom soit cité. Non pas pour les héroïser, non pas pour les idolâtrer, non pas pour romantiser leur histoire, mais afin de les reconnaître pour ce qu'elles furent. Des femmes ordinaires, des femmes du peuple, des femmes des masses, des femmes comme Hilaria. Hilaria est apparue dans ma vie à un moment où je cherchais celle qui incarnerait mon texte. J'ai commencé par écrire la partie théorique, par construire un plan autour des aspects importants de mes engagements. Je voulais poursuivre ce travail de démocratisation, de diffusion d'idées entamé sur Internet depuis quelques années. Je voulais parler de féminisme, mais aussi d'anarchisme. Je voulais parler de raisons pour lesquelles les femmes devraient se positionner fermement contre le capital, contre le fascisme, contre les prisons. Mais il manquait à mon texte ce qui le rendrait vivant. Il me fallait l'incarner. C'est par hasard que j'ai commencé à m'intéresser à la jeunesse de mon arrière-grand-mère, Conchi, ainsi qu'à celle de ses sœurs. Personne ne m'avait jamais vraiment parlé d'elle. Je ne saurais dire ce qui a fait naître mon intérêt et ma curiosité. Lors de mon premier appel avec la prima Marta, celle dont j'ignorais l'existence quelques semaines auparavant, elle a prononcé pour la première fois son nom, Hilaria, ainsi que ceux de ses parents, Vittorio et Josefa. Du politique à l'intime, de l'intime au politique. La transmission de Marta, rendue possible par le fait que sa mère, la tia Pili, se negò a carasser la boca, refusa de fermer sa gueule, constituait la base de mon travail, dont je lui serai éternellement reconnaissant. Ma présence sur les réseaux sociaux, la popularité que mon travail, mon engagement m'ont permis d'acquérir, se trouve bien souvent, malgré moi, en opposition avec les valeurs et les principes que je défends. Alors que j'essaye de partager un savoir anarchiste, de véhiculer un féminisme radical, révolutionnaire, mais aussi et surtout une lutte autonome et anti-autoritaire, je suis malencontreusement idéalisé, peut-être même idolâtré. Prétendre que je ne le vois pas serait un mensonge abject. Moi qui prêche pour la destruction des idoles, je me retrouve déshumanisé. Or, je ne souhaite pas être admiré. Je souhaite seulement être respecté. Au même titre que n'importe qui. Ma parole n'est pas plus importante, plus brillante que celle de mes camarades anonymes. J'entends qu'on puisse se nourrir de mon travail, comme moi je me nourris du travail d'autrui. Mais ça ne devrait pas s'accompagner d'une idéalisation de ma personne. Cette réalité me met sous une pression constante. Car je sais que lorsque quelqu'un qu'on idéalise nous déçoit, on le voue directement, brutalement aux gémonies. Je ne souhaite pas me voir attribuer des qualités exceptionnelles, car comme tout le monde, j'apprends petit à petit. Comme tout le monde, je me trompe, et je continuerai de me tromper. Comme tout le monde, j'ai le droit d'apprendre, de m'excuser, de continuer néanmoins à poursuivre mes idéaux. Pour respecter mon travail, je vous demande alors de ne pas me placer sur un piédestal. Mettez-vous à mes côtés, devenez des camarades, adhérez, vous aussi, à la lutte pour un monde meilleur.
Car s'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que nous avons besoin de vous. Personne ne fera les choses à votre place. Vous êtes légitime. Vous êtes important et importante. De Sylvia Pankhurst, on disait « Elle ne se soumet pas. Elle veut changer le monde sans en prendre le pouvoir. » Ce qui a fait dire à Claude McKay qu'elle n'était pas une meneuse, seulement une bonne agitatrice, une bonne combattante, mais pas un chef. Et s'il faut qu'on parle de moi, que ce soit ainsi. Ni chef, ni meneuse, seulement une bonne agitatrice. Dans la conclusion de la terreur féministe, j'affirmais ma volonté de construire un féminisme révolutionnaire. Je rejetais la définition traditionnelle du féminisme en tant que mouvement pour que les femmes soient égales aux hommes. Il était alors important pour moi de développer cette idée en profondeur. En finissant ce premier ouvrage, je savais qu'un jour, la conclusion deviendrait livre. Le présent ouvrage ne fait pas preuve de tout ce qui constitue mon engagement, bien au contraire même. Beaucoup de questions qui me semblent primordiales n'ont pas été abordées. Pour une simple raison, je souhaite prendre la place de personne. Je ne souhaite pas que ma parole se substitue à celles qui vivent des oppressions que moi-même je perpétue. Je voulais écrire un livre qui fasse office d'argumentaire, où des questions importantes de ma conception du féminisme, pas évidentes pour tout le monde, soient simplement expliquées. Mais je voulais aussi que tout au long du livre, on reconnaisse ma plume, ma manière de raconter les choses, surtout la façon dont j'incarne toujours la théorie dans des femmes réelles. Ma théorie a indéniablement un ancrage culturel, géographique, qui trouve ses racines dans le territoire espagnol et plus précisément dans le Pays Basque. Je ne sais écrire qu'avec mes tripes. Alors je ne peux exposer ma théorie si ce n'est en la ramenant constamment à ce qui me traverse. Mon histoire, mon héritage, ma culture, mon territoire. Je pense que c'est à cause du contexte social, politique, culturel dans lequel j'ai grandi que j'ai adopté par la suite de tels engagements. En fin de compte, si seguimos las ideas del escritor Legace, tenemos que comprender que a los vascos les venían bien las colectividades libertarias. No dice que en esencia todos los vascos son anarquistas. Suivant les idées que l'écrivain Legas, on doit comprendre que les collectivités libertaires convenaient bien aux Basques. Ne dit-il pas que par essence, tous les Basques sont anarchistes? Le 15 mars 1908, le journal new-yorkais Democrats and Chronicles écrit en lettres majuscules « Les femmes anarchistes sont devenues la terreur de la police mondiale ». Quoi vous dire d'autre, camarades, sinon qu'il ne pourrait exister une plus jolie manière de conclure ce texte. Ce livre, il est pour vous, féministes extrémistes, terreur féministe, anarchistes dévergondés, timides révolutionnaires, pour vous, gens de masse, anonymes, travailleuses, pour vous, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants des Espagnols condamnés à l'exil. Que leur mémoire vive tant que vous vivez. À vous tous, aux femmes, comme Hilaria et las Tías, à toutes celles qui trouveront en mes mots réponse, espoir, intérêt, je dédie cet essai. Irène Garcia Galán. Et voilà, nous avons fini. C'était le mot de fin. C'était bien, bordel de merde. Oh, j'en veux plus des bouquins comme ça. Vous êtes pour la terreur? Oui. Vas-y. La terreur des flics, ça me va, hein. Chialer les flics, hein. Ah, vraiment, c'était bien. Ah, c'était bien. C'était bien. Vraiment, oui. 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 Juste oui. Beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. Sur la fin, je suis parfaitement d'accord avec ça. Genre vraiment, oui. Il est bien le livre, hein. Faudra que j'ouvre la terreur féministe. J'ai pas la terreur féministe, mais en tout cas celui-là était vraiment très bien. Ça reprend plein de trucs où je vous ai déjà développé ces propos sur mes lives, hein. Typiquement, là, la conclusion, on retombe sur ce que moi je dis typiquement dans mon podcast en fait. Vous savez, la fin de mon podcast, littéralement, c'est le passage où je vous dis, en fait, c'est pas à moi de vous dire quoi faire, c'est pas à moi de vous dire quoi penser. Je vous ai donné ce que moi je fais, pourquoi je pense ça, comment je fais ça, comment je pense ça, etc. Derrière, vous mobilisez ce que vous voulez, vous mobilisez une partie de ça, tant mieux, vous mobilisez une grosse partie de ça, tant mieux, vous mobilisez pas ça, tant mieux. C'est votre problème en fait, c'est à vous de vous faire vos idées, de faire vos fonctionnements. Moi, je ne suis personne. Et ça, c'est aussi un travail que je fais très régulièrement quand même. Là, j'essaye sur mon live, c'est de vous dire, de vous faire prendre conscience, je ne suis personne, je ne suis que moi. Et moi, c'est pas grand-chose. Je
peux vous donner ma manière de voir, je peux vous donner ma manière de penser, je peux vous expliquer pourquoi, etc. Mais je ne suis rien de plus que ça. Je ne suis personne. Et ce n'est pas un problème. Genre vraiment, c'est ok. Il n'y a pas d'attendu incroyable à avoir. La musique a failli planter, non? La musique a demi-planté l'espace d'un instant. Bon, en tout cas, c'était vraiment très bien. Vraiment, soyez anarchiste. Et si vous n'êtes pas encore anarchiste, posez-vous la question de comment vous pouvez accepter de ne pas encore être anarchiste. Qu'est-ce qui vous intéresse tant que ça dans la société actuelle? Comment vous pouvez pas de vouloir tout faire péter et tout changer? Enfin, bordel de merde. Bordel de merde. Mais vraiment, très bien. Très, très bon bouquin. Absolument, trop bon bouquin. Voilà, j'ai un défaut, ça y est, j'ai un défaut à vous dire quand même sur ce livre. Il est fini. Voilà. Pourquoi il est fini, le livre? Hein? Pourquoi est-ce qu'il est fini, le livre? Pourquoi il continue pas? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la seule critique que j'en aurai. Le livre, il s'arrête à un moment donné. Je recommence le livre. Oui, après, je peux le relire, c'est sûr. Après, je vous conseille fortement de le lire, de le transmettre à d'autres, etc. Hein. Franchement, aider à répandre ce bouquin, qu'on soit plus à le connaître, à le lire, à le penser, etc. Parce que vraiment, il est beaucoup trop bien. Hein. Vraiment, il est beaucoup trop bien. Et beaucoup, bon cours. Bonjour, camarade, du coup. Nambibi, j'espère que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible, copain. Tu arrives sur la fin, hein, quand même. Parce qu'il faut du temps pour écrire la suite, peut-être. Tu connais l'histoire sans fin, bah voilà, on te regarde. Oh non. Bon, du coup, petite fougère de YouTube, on s'arrête là-dessus. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. C'était très très bien. Vraiment, Irénée reprend plein d'idées qui sont vraiment les miennes, que je partage depuis pas mal de temps. Donc ça fait plaisir de voir que déjà je suis pas la seule personne qui croit ça, qui pense ça. Donc ça fait déjà du bien. c'est con, hein. Mais en fait, quand on a l'impression d'être une personne random qui pisse dans un violon toute sa vie et que à chaque fois on t'envoie un peu dans la gueule que quand même t'es vachement chelou. À croire ça, à penser ça, etc. Voir qu'il y a quelqu'un qui écrit des bouquins, genre quand même ça valide un peu le truc. Bon, on retombe un peu sur le côté où on idéalise, etc. Pas forcément cet aspect-là que je veux mettre en avant, hein. Mais juste que quelqu'un a estimé que c'était suffisamment pertinent comme idée, comme manière de fonctionner, de voir, de penser le monde, etc. pour en faire un livre qui du coup est publié. Et donc des gens derrière se sont dit aussi, ah bah oui, on va publier ça parce qu'effectivement c'est pertinent, ça mérite de l'être, etc. C'est pas grand chose, hein, mais ça fait beaucoup en fait. Mine de rien, ça fait beaucoup. Et là, je sais pas du tout d'idéaliser la personne dans le sens, ah, vous avez vu, mon Dieu, quel gros cerveau elle a. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est juste de se dire, il y a d'autres gens que moi et les quelques personnes qui passent dans mon chat, parce qu'encore une fois, moi, c'est une petite chaîne YouTube au fin fond du trou du cul du monde. Hein, on est 10-20 pélos en général, donc voilà. Voir qu'on n'est pas les seuls à se dire, ah, mais en fait, c'est cohérent, c'est pertinent, c'est de bonnes idées, ça fait du bien. Ça rassure, ça fait un sentiment on n'est pas seul, quoi. C'est ça. Ça donne le sentiment d'on n'est pas seul. Et c'est effectivement le même sentiment que j'ai quand il y a des gens qui pop et qui montrent que ils sont un art, quoi. Voir Disto qui est arrivé une des premières fois sur mon chat et qui me dit « Ah, mais c'est un art ici, mais en fait c'est trop bien, moi aussi !» Et t'es là en mode « Oh yes !» Ça fait pas grand chose, mais ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment grave du bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Chamcaillou, ça fait plaisir de voir que ça t'a plu. Je reviendrai, c'était très bien, j'ai passé un bon après-midi, merci pour ça. Si jamais tu es intéressé par les lectures de sciences humaines et sociales, parce que ce n'est qu'une partie du contenu que je fais, tu as plusieurs playlists qui sont disponibles sur YouTube, juste ici. Tu as donc des playlists qui s'appellent « Un livre au coin de l'écran », nom du livre, voilà. C'est à chaque fois une lecture commentée. Alors par contre, toutes les lectures ne sont pas toutes aussi bonnes, hein, je préviens tout de suite. Là, notamment, on a fait 2 lectures juste avant Irénée qui sont pas bien. Enfin, il y en a une qui est très moyenne et il y en a une qui est vraiment pas bien. On a lu juste avant Emmanuel Bobatti, qui du coup parle des questions de transidentité. C'est une hécatombe. C'est juste effroyablement mauvais. Genre vraiment, c'est pas un bon livre. Alors après, par contre, il y a beaucoup de digressions dans les lectures commentées qui sont disponibles sur YouTube, parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Hein.
Il y a beaucoup de choses où justement je retravaille les questions, j'essaie de montrer les faiblesses de la réflexion, etc. Bon, il y a beaucoup de colère aussi parce que les attaques sur les questions en fait LGBT, ça a tendance à très facilement me trigger, étonnamment. Et encore avant, on avait lu une autre lecture qui était la généalogie du libéralisme, du néolibéralisme, écrit par Chamaillou. Et ça, c'est très en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont bien, qui sont pertinents, mais le problème du bouquin, et ça se voit surtout plus t'avances dans le bouquin, c'est que c'est écrit par un mec blanc. La société ingouvernable, une généalogie du néolibéralisme, précisément, c'est ça. Du coup, en fait, le truc est écrit par un mec blanc, un mec cis blanc, et ça se voit parce que plus t'avances, plus il y a des mots qui juste n'existent pas. Vraiment, le racisme, c'est un truc qui n'existe pas. Le colonialisme, c'est un truc qui n'existe pas. À plein de niveaux, tu sens que vraiment, le mec, juste, il y a des choses qui sont des impensées absolues et totales. Et ça donne envie de canner. Vraiment, ça donne très très fort envie de canner. Par contre, à contrario, on a fait aussi de très bonnes lectures, comme la lecture de En toute puissance, écrit par V6, qui est excellente. Vraiment, très bon ouvrage. C'était très 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 cool à lire. Ça a pris beaucoup de temps parce que c'est un très gros ouvrage, mais c'était vachement bien. Bref, tout ça c'est disponible, voilà, sur YouTube, tout ça. Bref, petite fougère de YouTube. Sur ce, j'ai pas fini ma conclusion, mais c'était bien Irénée. Lisez du Irénée, elle écrit très bien. Lisez d'autres livres anarchistes, répandez l'anarchisme. Il faut de l'anarchie. Il faut être anarchiste. Genre vraiment, premier degré, si avec tous les éléments que vous avez au sein de nos sociétés, vous ne vous rendez pas compte que c'est pas une question de conviction, c'est juste une nécessité que d'être anarchiste, parce que là on va droit dans le mur, on va tous crever comme des golans en se faisant des trucs horribles les uns les autres, si on ne le fait pas, c'est chaud en fait. Donc s'il vous plaît, évoluez. Voilà. Ça s'appelle du prosélytisme, bah bravo, oui. Voilà, je fais du prosélytisme. Soyez anarchiste, bisous.